Sommet G7, sommet TICAD Japon-Afrique et sommet prévu Russie-Afrique. Comment l'Égypte s'engage pour le développement des pays du continent africain? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien sûr, c'est la principale question dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre invité de marque, M. Hicham Ramli, qui est un analyste économique et politique. Vous êtes toujours bienvenu sur NATV International. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et bien sûr, tout de suite, je dois vous proposer ces questions. À quel point vous trouvez que l'Égypte a essayé de présenter la feuille de route pour le développement des pays africains aux différents partenaires internationaux, à partir de G7, les grandes puissances économiques essentiellement occidentales, à partir du Japon, ce géant asiatique, et, si je peux dire, arrivant à l'ours russe qui dispose beaucoup de capacités et de potentialités. Monsieur, je vais essayer de dire ce que je veux dire dans des simples mots pour répondre à cette question de 360 degrés. Oui. L'Égypte est devenue le pont pour l'Afrique. Comme je vous ai dit, l'Égypte, précisément, l'Égypte c'est la porte de l'Afrique. L'Égypte c'est la garantie de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais commencer du début. Quand les colonisateurs ont colonisé les pays africains et ont arrêté et stoppé le développement de la plupart des pays africains, Oui. prenant de tous les ressources, exploiter les ressources, exploiter les richesses de ces pays, et en étant sûr que ces pays ne seront pas développés pour qu'ils restent dans ce cas. Oui. En même temps, ils ont diminué ou même déprivé les pays africains des systèmes monétaires et bancaires. Je vais parler par exemple pour faire du commerce avec l'Afrique. Le commerçant africain ou le consommateur africain ne peut pas acheter quelque chose sans qu'il la voie devant lui. Ouais. N'importe quel exporteur ne va pas envoyer des marchandises sans prendre son argent. Ouais. En retour. En retour. La plupart des pays africains ne peuvent pas faire des lettres de garantie. Parce que, si je peux dire, premièrement, il n'y a pas de sécurité, pas de stabilité, pas d'infrastructure. Pas des moyens bancaires, ou ils sont déprivés de toutes les choses qui peuvent le faire développer. Donc l'Égypte a travaillé à faire une infrastructure logistique très importante pour être la garantie de l'exporteur et l'importeur. Ça, c'est d'une façon. Ouais. Pourquoi j'ai dit en Non, c'est un point essentiel. Essentiel, oui, monsieur, bien sûr. L'Égypte, c'est la garantie, c'est le trait d'union entre les deux côtés. Exactement. Ouais. Avec l'expertise égyptienne et le comment faire qu'elle a montré à tout le monde, du point de vue réseau routier, du point de vue méga-projet, du point de vue comment elle est montée d'un cas déprivé de tous les moyens, et maintenant on a à la Banque centrale 44 milliards. Et on paye nos dettes. Ouais. Comment travailler avec la Banque mondiale? Comment travailler avec les grands projets? On a montré un exemple du tout. Ouais. Alors les Africains ont confiance. Dans la capacité des Égyptiens. Exactement. En même temps, la Russie, le Japon, les Chinois, les Européens, les Occidents, ils ont confiance en Égypte. Ouais. Parce qu'on a montré comment faire de beaucoup de projets. Donc pour rentrer en Égypte maintenant, vous allez passer... Pour rentrer en Afrique. En Afrique, vous devez passer par l'Afrique. Vous devez passer par l'Égypte. Par l'Égypte. parce qu'elle est devenue vraiment la garantie des travaux, la garantie du développement, la garantie de gagnant-gagnant. Oui. Oui. Ça, c'est le mot-clé en Afrique maintenant, c'est l'Égypte. Oui. On peut dire que l'Égypte a essayé de présenter même dans sa feuille de route les opportunités d'investissement au sein de pays africains, c'est-à-dire on ne doit pas investir seulement
dans un domaine sans prendre en considération les autres domaines d'un seul pays africain. Et cela pour défendre les intérêts de la population locale, pour prendre en considération les dimensions sociales. Oui, oui, comment? C'est pour cela qu'on fait du traînage, on entraîne beaucoup des étudiants africains pour être des leaders et des directeurs des projets quand ils vont revenir dans leur pays. Oui. On les aide dans tous les domaines parallèlement. On fait la guerre contre le terrorisme chez eux. On les aide à faire la guerre contre le terrorisme, contre l'extrémisme, contre beaucoup de choses. Donc il y a une grande coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Entre l'Égypte et les pays du Sahel, afin d'arriver à la stabilité économique. Exactement. Avec tous les pays africains. Parce que c'était l'un des points qui a été suscité pendant le sommet de G7 en France. Oui. L'un des problèmes du Sahel, c'est l'insécurité. L'insécurité, c'est dans l'Afrique, de l'Afrique du Sud jusqu'au nord. C'est pour maintenant, on va faire des réseaux routiers pour lier tous les pays africains. Elle doit être sécurisée. Oui. Mais point par point. Donc, premièrement, l'Égypte essaye de présenter les opportunités d'investissement dans les pays africains à leurs partenaires internationaux. On refait l'exemple égyptien sur le terrain africain. Pour résoudre les problèmes créés par les pirates 7 étoiles en avant et casser ces obstacles pour faire un développement général dans tous les domaines qui concernent l'Afrique. Oui, et il y a une autre question très importante qui a été suscitée pendant le G7. Par exemple, on dit que l'Égypte et l'Afrique du Sud sont des véritables partenaires pour bâtir un partenariat renouvelé d'égal à égal avec le continent d'avenir, c'est-à-dire l'Afrique. Donc c'était l'un des, si je peux dire, des expressions ou des déclarations très importantes à propos de l'Afrique. Le temps où un club de pays riches pouvait définir seul les équilibres du monde est depuis longtemps dépassé. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, le président français. Imaginez qu'il y a les États-Unis africains. Imaginez que ces pays africains sont liés avec une infrastructure impeccable, avec des méga-projets. Vous avez la plupart des ressources humaines en Afrique, la plupart des richesses en Afrique, la plupart des réseaux d'eau en Afrique, la plupart des forêts qui produisent l'oxygène en Afrique. Donc vous avez un continent vierge, un continent riche, qui a besoin d'un guide. Quand, par exemple, vous allez au désert et vous allez aller dans une forêt ou dans une savane, vous avez besoin d'un guide. L'Égypte, c'est le guide de l'Afrique, tout simplement. Oui, pour les intérêts des Africains. Les intérêts des Africains, premièrement, et les intérêts des investisseurs deuxièmement. Parce que n'importe qui ne va pas jeter de l'argent n'importe où sans qu'il a les garanties de gagner de ce projet. Et c'est l'Égypte qui présente toujours la garantie? C'est pas l'Égypte qui demande, mais c'est qui met l'infrastructure financière, tous les réseaux possibles pour faire gagner les deux partenaires. Pour faire gagner les deux partenaires. Donc, encore une fois, vous avez mentionné une chose très importante, les États-Unis africains. Auparavant, il y avait cette idée, mais je pense que même les initiateurs de telles idées ont été anéantis. Exactement. L'Égypte n'est pas peur de cela, de proposer de telles idées, ou est-ce que nous pouvons dire que cette idée a été, se pose d'une autre manière, d'une manière de coopération au lieu de conflit? N'importe quelle idée a des ennemis. Surtout quand ils sont... ce n'est pas dans la même voie de leur préférence.
Pour faire des États-Unis africains, ça veut dire que tous les pirates n'auront rien à faire là-bas. Tout le monde aime la nature, monsieur. Oui. Mais il n'y a pas des États et des pays qui font des choses qui détruisent cette nature. Oui, bien sûr. La nature, c'est quoi dans le monde du business? C'est être gagnant-gagnant, c'est de profiter, c'est d'aider nos frères africains. Comme je vous ai dit en avant, nous sommes des mêmes racines, nous sommes nous-mêmes africains. Oui. Ce n'est pas une question de nationalité ou d'origine, mais c'est une question de le bien, de comment faire du bien. Donc nos frères africains ont besoin de notre aide, ont besoin de notre expertise, ont besoin de beaucoup de choses. Oui. Et pour changer ce système mondial de piratisme, on doit faire la guerre à ces gens-ci. Et d'après vous, il y a cette volonté commune qui garantit actuellement entre les pays africains? Monsieur, n'importe quel malade a besoin d'être guéri. Les pays africains ont vraiment souffert de cette colonisation, de ces pirates qui ont exploité toutes leurs richesses. Oui. Oui. Roland Portella, président de la coordination de l'Afrique de demain, en France, bien sûr, a dit l'Afrique était au cœur de toutes les décisions économiques aujourd'hui, tout simplement parce qu'on y trouve les marchés de demain. À quel point vous partagez cette opinion? C'est très juste, monsieur, parce que, par exemple, je vais vous parler du sable. Oui. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on exportait du sable à des pays, pour des pays d'importeurs qui prenaient du sable de l'Égypte, ou de l'Algérie, ou de la Libye? Ils l'achetaient pour rien, quelques piastres. Si vous prenez ce sable et faites des travaux, comme par exemple les usines de glace, les usines de verre ici, vous faites employer beaucoup de ressources humaines, vous faites entrer au pays une nouvelle richesse monétaire, vous faites exporter ces produits à l'extérieur, tout le monde est gagnant. C'est la même chose en Afrique. Le cuivre ou les minéraux qui sont en Afrique, quand il y aurait des usines pour faire un seul processus sur cette matière, ça va faire monter l'Afrique à un niveau incroyable. Oui. D'après, toujours M. Roland Portella, les innovations sociales, économiques, ainsi qu'une hausse de la démographie font du continent une opportunité aussi bien pour les industries des pays occidentaux que pour celles des pays émergents. Ouais. Juste ou faux? Juste, monsieur, parce que vous avez le terrain, vous avez des ressources humaines, vous avez les recherches, les matériaux en place. Tout le monde est gagnant. Mais c'est comment le faire d'une façon propre pour les citoyens et le peuple gagnent de ces projets. Oui. Des journaux ont écrit que la Russie, des journaux russes bien sûr, ont écrit que la Russie était une amie fidèle de l'Afrique. Oui. Et on dit même que cette force est de savoir que l'ex-Union soviétique fut déjà dit un acteur important sur le continent africain, mais son poids économique et politique avait diminué avec la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on parle d'un sommet tout à fait intéressant, c'est presque le premier de son genre, sommet Afrique-Russie. Mais d'après vous, quelle sera la différence entre l'ex-Union soviétique et la Russie d'aujourd'hui en ce qui concerne les politiques suivies dans le continent africain? La Russie, aujourd'hui, c'est un pays très fort. Il a diminué la force du seul pôle, du ex-seul pôle. Il parle d'une façon très balancée. Ils veulent vraiment gagner et faire gagner les pays africains. Ils ont eu besoin, comme je vous ai dit, d'un guide pour rentrer, une nouvelle entrance en Afrique,
pour faire des méga-projets. Les Russes sont très forts, par exemple, dans les aéroports, dans les ports maritimes. Ils peuvent aider beaucoup l'Afrique. Mais ils ont eu besoin d'avoir catalogue. Ce guide qui connaît le catalogue, qui connaît comment, je vous ai dit, travailler avec les Africains, parce que ce sont nos frères. Oui. Ce n'est pas question du business. Donc, c'est une entrance très importante et vous allez voir les décisions qui seront prises après cette conférence et on va voir l'Afrique d'une nouvelle façon l'année prochaine. Oui, et les Russes parlent qu'ils vont avoir plus de confiance, qu'ils vont avoir plus d'avantages dans cette concurrence, dans cette compétition au niveau du continent africain, où se trouvent les Indiens, les Japonais, les Chinois, ainsi de suite. Exactement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr. Oui. Le système mondial se change maintenant. Ils sachent très bien que l'Afrique, c'est le réseau des richesses. Et ça a besoin de beaucoup de méga-projets. Ça a besoin de beaucoup de réseaux routiers. Ça a besoin de beaucoup de travaux. Oui. Mais ils ont eu besoin, parce que ceux qui dirigeaient le monde manipulaient l'économie des Africains à travers la Banque mondiale, à travers les diminutions des réseaux bancaires. Maintenant, il y a l'Égypte là-bas, il y a le comment faire. Tous ces pays sont très intéressés à faire des travaux. Parce que vous savez que l'Europe a été saturée. Vous ne pouvez pas faire des nouveaux projets en Europe. Vous ne pouvez pas faire des nouveaux projets en Chine. Donc, maintenant, c'est le grand terrain des projets d'investissement. C'est l'Afrique. L'Afrique. Oui. Autre chose très importante, on parle de certains modèles, on parle de certains partenariats entre l'Afrique et les autres pays du monde, comme le Japon et la Chine. Et la presse occidentale, notamment la presse française, parle qu'il y a une concurrence entre les Japonais et les Chinois et que les Japonais vont essayer d'éliminer les Chinois du continent africain. Cette guerre, je l'appelle des guerres personnelles pour le bénéfice, ne sera pas le cas. Parce que cette compétition, c'est dans l'intérêt des Africains. Il y aura une concurrence russe, américaine, japonais, chinois, coréen, allemande. À la fin, quand vous mettez le système et vous savez comment faire des travaux, vous allez gagner. Et je vous rappelle, entre exemples, Siemens en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc l'Égypte, est-ce que c'est une des propositions de égyptienne de diversifier les partenaires internationaux pour ne pas arriver à une sorte de monopole? Exactement. Vous cassez le monopole. C'est très important. Et l'expertise de chaque pays est différente de l'autre. Les Japonais vont venir avec une technologie de certaines façons. Les Russes vont venir avec l'infrastructure et les aéroports et les ports maritimes. Les Chinois vont venir pour les usines et les travaux de matériaux. Les Américains vont venir pour essayer de faire quelques travaux. À la fin, c'est le bénéfice des peuples. Le bénéfice du peuple. Pendant deux tels sommets, TICAD, G7, on a trouvé que l'Égypte a jeté plus de lumière sur la nécessité de renforcer l'infrastructure et la nécessité de la transformation numérique pour le développement et la croissance économique au sein de l'Afrique. Oui, la transformation numérique est très importante pour diminuer la corruption. Diminuer la corruption? Ça, c'est d'une chose. D'autre chose, pour vraiment achever les projets dans un temps impeccable et pour contrôler les travaux et les choses d'une façon propre. Oui, mais est-ce que vous trouvez que cela vraiment va, si je peux dire, limiter les risques en ce qui concerne les commerces intra-africains? Bien sûr, parce que ça va lier tous les pays africains. Vous aurez du data que vous pouvez
contrôler et savoir tout ce qui se passe en même temps. Et va mais en même temps promouvoir les exportations et les importations entre les pays africains? Et même limiter le terrorisme, Limiter le terrorisme. bien sûr. Ouais. Sécher les financements du terrorism? Bien sûr. Ouais. C'est tout, c'est beaucoup de choses, beaucoup de lignes parallèles. Selon le président Abdel Fattah al-Sisi, dans des déclarations faites pendant le sommet de la TICAD, la connexion intra-africaine par la ligne ferroviaire ou l'électricité contribuait au développement durable. Oui. Oui. L'importance de cela, l'importance de cette connexion, de ces lignes, de ces routes qui lient les pays africains. Toutes ces routes lient pour vraiment diminuer les problèmes, faciliter les choses pour avoir un investissement profitable et pour un long moment. Pourquoi on a fait le canal de Suez? Pourquoi la zone industrielle? Oui. Pourquoi les nouveaux ports maritimes? Pourquoi les nouveaux aéroports? Pourquoi les réseaux routiers qui vont lier entre El Alamein et l'Afrique du Sud et d'autres réseaux routiers? Pourquoi le train qu'on essaie d'étudier maintenant pour arriver à l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique centrale qui n'ont pas de port maritime? Ouais. Pour diminuer les obstacles et faciliter l'exportation de leurs produits à l'Occident et à l'Asie et à tout le pays du monde. Ouais. Donc, de telles connexions, que ce soit ferroviaire, électrique, c'est pour doper le développement et la croissance économique des pays africains. Ouais. Ouais. L'une des choses les plus importantes qui ont été bien sûr mentionnées, c'est, si je peux dire, les routes. Oui. Oui. Et si on parle de nouvelles routes, comme la route de la soie, la route chinoise, et comment l'Égypte peut être liée par cette route, cette ceinture, et comment les Africains peuvent en profiter? Le monde est bâti sur l'économie. Maintenant, si vous avez un pays, vous avez besoin d'un port ou d'une zone pour exporter vos affaires. La plupart des Africains, par exemple, si on regarde à l'Afrique comme un pays, le port des Africains sera où? Sur la voie de soie, canal de Suez, zone industrielle. Alors vous devez faire ces réseaux routiers, ces méga-projets, cette sécurité pour faciliter la transportation jusqu'au pont général de l'Afrique, la zone industrielle de Suez, pour arriver au monde entier. Donc, la zone économique du canal de Suez, c'est un centre d'industrialisation pour les pays africains? Bien sûr. Bien sûr. C'est aller-retour. Oui, comment? Donnez-moi plus d'explications. Quelle est la stratégie, quelle est la philosophie derrière cette zone économique? On parle toujours de ça. Mais... Un exemple très simple. Par exemple... Parce que je parle de ce sujet parce qu'au cours de ce sommet, on a appelé les Japonais à arriver en Égypte pour établir une zone industrielle japonaise. Ils sont intéressés avant qu'on creuse le canal. Monsieur, un pays africain vous êtes africain, vous êtes au milieu de l'Afrique et vous voulez acheter une voiture du Japon. Est-ce que c'est plus facile de l'importer du Japon à travers Gabal Ali, puis aller en Tanzanie, Dar es Salaam, puis l'exporter en Centrafrique, ou vous l'achetez du réseau de la zone industrielle du canal de Suez, vous prenez la route, vous êtes dans votre pays. C'est moins cher? Bien sûr. Moins de temps, moins cher. Vous avez été possible de cette place. Pourquoi les Allemands maintenant sont venus pour bâtir des Mercedes dans la zone industrielle? Ça a été déclaré 2-3 jours. Voilà.
Parce que c'est pas question de géographie seulement, vous êtes question de géographie, de location, mais en même temps, vous êtes la porte de l'Afrique. Et vous avez l'expertise même, ou peut-être avoir une sorte de formation pour la main-d'œuvre égyptienne, bien sûr, pour être impliqué dans de tels projets? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Si je peux dire, autre question très importante, c'est que l'Égypte a présenté dans différentes instances sur la scène internationale ses efforts visant à former les jeunes Africains. C'est très important. Pourquoi? C'est vrai qu'ils sont nos frères, c'est vrai qu'ils ont les mêmes racines. Ce n'est pas question d'aider seulement. Mais là, quand vous êtes lié à votre nation, c'est votre pays, et vous apprenez comment faire des choses, comment diriger les affaires, vous serez le vrai guide de votre pays. C'est simple à envoyer des gens, des expertises, des experts pour les aider là-bas. Puis ils vont revenir. Mais les années prochaines, les années après, ils ont besoin de leur nationalité, de leur peuple, de savoir comment faire pour continuer le chemin et faciliter et traîner d'autres de leur peuple pour vraiment garder leur pays. Il y a, si je peux dire, même une dernière question à propos de l'accord de la ZLEC, la zone d'échange, une zone commerciale d'échange libre. L'importance de cette zone, comment le monde l'a vu. Et d'après votre remarque, comment l'Égypte a essayé de présenter un tel géant projet, un tel géant bloc au niveau du continent africain? Parce que les Africains ont vraiment, ils ont vu des choses des centaines d'années dernières, depuis comment dire, les esclaves. L'esclavage, puis la colonisation, puis l'exploitation. La mal-exploitation, je peux dire. Oui, donc ils ont, comme on dit en anglais, enough is enough. Alors ils ont eu, quand l'Égypte a sorti de ce problème en 2011 et a montré au monde entier qu'on peut faire et qu'on a le pouvoir de faire et on sait comment faire, tout le monde est revenu à leur guide, aux Égyptiens, pour les aider à faire la même route pour vraiment développer leur pays. Ils ont besoin d'être guéris. Et ils ont besoin d'avoir confiance, parce qu'ils ont vu comment les colonisateurs ont fait. Ils ont vu comment ils ont colonisé pas seulement par armes, ils ont colonisé l'économie, ils ont colonisé la culture. Mais ces colonisateurs, ces pirates, ils ont oublié que les Africains ont des racines. Ils sont vraiment racinés à leur pays, à leur tradition, à leur culture. C'est ça qu'ils n'ont pas pu casser. Oui, mais encore une fois, un bloc africain au niveau mondial. L'union, c'est la force. L'union, c'est la force. C'est la force. Merci beaucoup pour vos explications, vos analyses. Merci. Merci à vous, monsieur. Mais c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur l'Antenne internationale.